1, 2, 3, fight! You win! Eh bien, bonjour à tous. Merci déjà d'être venus à cette présentation où on va vous présenter un REX sur notre cheminement autour de la documentation Ascode. Donc, la documentation Ascode, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est quelque chose qui est un peu dans la mouvance de tout ce qui est un petit peu Ascode. Entre autres, on parle d'infrastructure Ascode et autres. Et c'est un peu dans cette mouvance-là. Et l'objectif de ça, c'est de se concentrer sur le contenu de la documentation, et en mettant la mise en page un petit peu de côté et en la faisant ailleurs. Alors, pour vous expliquer un petit peu, pour nous, qu'est-ce que la documentation? En fait, la documentation de nos projets, c'est tout élément qui va être complémentaire au code, qui permet de comprendre techniquement et ou fonctionnellement notre produit. Donc, on a vraiment de la documentation technique, la documentation fonctionnelle. On essaie de mettre tout ça au plus proche du code. Et ensuite, on va vous montrer ce que l'on en fait. Hop là, c'est toujours pas le bon. Donc, qui sommes-nous? Nicolas Giraud, qui est lead tech à OnePoint. C'est un peu le couteau suisse français de l'informatique. Il est également crafter. Et donc, Gauthier, c'est là le Larsen. Et donc, Gauthier, freelance, Jug Leader à Nantes et Open Source Addict, puisqu'entre autres contributeur sur différents projets. Donc ça, c'était pour nous. Maintenant, on va parler un petit peu de notre feeling sur les aspects documentaires. Au début, donc on va refaire un petit retour en arrière nous concernant. On va pas trop loin quand même, hein. On va aller jusqu'en janvier 2017 me concernant. Au début de projet, en janvier 2017, projet from scratch, en tant que lead dev avec un binôme. Enfin, on était deux en gros lead dev. Et on a rapidement des besoins de documentation qui apparaissent. Mais on a assez peu de temps pour mettre les éléments en place. J'ai un petit peu d'expérience passée en Markdown, donc on fait quelques documentations README ou autres, et quelques wikis autres. Toute la documentation contractuelle, elle est plutôt d'ordre traditionnel, bureautique, donc typiquement Word ou ce genre de choses. Et le fameux binôme est un contributeur ASCII Doctor. Donc lui, clairement sensibilisé à ces sujets-là, ASCII Doctor JS, pardon. Et donc on se challenge un peu sur ce sujet-là, ou du moins il me challenge sur ce sujet-là. Et au bout de 3 mois, le contexte projet fait que globalement ça ne me convient pas, donc je m'en vais. Puis 6-8 mois plus tard, un nouveau projet commence, et là la doc ça devient vraiment indispensable dans le contexte où je suis, où en gros c'est une récupération d'un projet historique, enfin d'un projet d'une dizaine d'applications en réalité, plus ou moins anciennes, on va dire ça poliment. Et par contre, dans cette mise en place d'infrastructures, je décide, là encore en position un peu de lead tech, de faire de la documentation, mais vraiment Ascode. Je ne laisse pas vraiment le choix à ma hiérarchie et je mets les systèmes en place pour leur démontrer que ça peut fonctionner. Alors moi, de mon côté, j'étais déjà sensibilisé à la doc Ascode, surtout à ASCII Doctor. Techniquement, j'utilise un blog, alors que je n'alimente plus en ce moment, mais qui est basé sur ASCII Doctor, qui s'appelle Press, qui est fait par le contributeur ASCII Doctor JS dont on parlait juste avant. Et puis également, j'utilisais moi tout ce qui était ASCII Doctor pour toutes mes prises de notes durant les conférences ou pour faire mes slides. Donc quand je suis arrivé donc chez OnePoint en mission, je suis arrivé sur un projet qui avait moins d'1 an, où le lead tech était parti il y a à peu près 6 mois. Hein, c'était le projet que Nicolas avait abandonné. La documentation n'était pas à jour, elle était faite dans des outils plutôt hétérogènes, notamment sur de la jet SharePoint, avec le wiki SharePoint. Et puis moi, en tant que freelance, j'avais même pas les droits d'édition sur le SharePoint, donc je me retrouvais quand même pas mal bloqué là-dessus. Et donc, je commençais à avoir vraiment des problèmes. Et en fait, tout ça,
c'est un petit peu ce qui nous a forcé à nous challenger sur la documentation et surtout sur le partage de connaissances, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Les connaissances n'étaient pas forcément à jour, le partage n'était pas fait, et c'est vraiment ce qui nous relie sur cette expérience. Là, on vous a parlé un peu de notre ressenti personnel. On va essayer de zoomer un petit peu sur les équipes. Alors, sachant que les équipes, comme on vous le disait, ou peut-être pas forcément de façon assez formelle, mais on était sur des projets différents. Finalement, les contextes qu'on avait, ça pourrait être pire. C'est-à-dire qu'on avait de la documentation qui était plutôt d'ordre bureautique. Ça posait quelques problèmes pour trouver l'information, mais déjà, il y avait des éléments qui étaient recensés. Il y avait l'utilisation d'outils typés wiki, qui apportent une syntaxe certes simplifiée, mais qui n'était pas encore complètement facilitante à la fois pour les développeurs et pour quand on avait besoin d'informations, en fait. Et on faisait un peu de Markdown, mais en gros, on n'allait pas vraiment au-delà du README. Bon, ça pourrait être pire, mais à côté de ça, il y avait quand même pas mal de choses qui n'allaient pas très très bien sur les aspects documentaires. Et là, on va peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, mais il y a une petite liste. Alors quand je suis arrivé, comme la documentation n'était pas à jour, moi j'ai eu un besoin, c'était de déranger constamment les gens. Et c'est vrai que la documentation, finalement, ça nous aide vachement à se débrouiller tout seul. Donc à chaque fois que j'avais une question, je posais mes questions aux gens, ça les dérangeait durant leurs tâches. Et sur les premières semaines, je pense que j'ai dérangé mes coéquipiers à peu près toutes les heures, ce qui est assez hors norme. Comme je disais, des grosses difficultés de mise à jour. Alors non seulement moi, j'avais pas les droits, mais même pour les développeurs qui avaient les droits sur le SharePoint, le processus de mise à jour, c'est quand même assez long. Quand on a de la documentation Word sur un SharePoint, on télécharge le Word, on le modifie, on change son nom histoire de gérer une date parce qu'on ne sait pas gérer l'historique avec SharePoint, ce qui est un petit peu dommage, hein, parce que c'est possible. On réupload le document, et puis voilà, quoi. Et on espère que tout se passe bien dans notre navigateur, parce que généralement, ça ne marche pas très bien sous Firefox, des fois, ça ne marche pas bien sous Chrome. Et puis, perso, moi, je n'ai pas IE sous Linux, donc c'est un petit peu compliqué. Et les outils, ils sont quand même vachement différents de nos IDE. Enfin, personnellement, j'aime bien dans mon IDE, moi, et je ne suis pas le seul, je pense, avoir de l'autocomplétion, et puis pas changer d'endroit, quoi. J'utilise un IDE, je fais autant que possible tous les langages dedans. La documentation, c'est pareil. Et puis, on n'avait pas de partage de connaissances. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse dans la documentation, c'est aussi le partage de connaissances. La DocAsCode, que l'on n'avait pas, ça nous aurait permis plus facilement de faire de la relecture finalement. Moi, quand je remettais un document Word ou un de mes collègues sur le SharePoint, qui c'est qui fait la relecture du document? Personne. Donc s'il y a des typos, il y a des typos. S'il y a des erreurs qui sont plus graves qu'une typo en termes d'orthographe, elle reste. Et puis le prochain, il va utiliser ça, puis ça ne sera pas bon. Et puis les gens, finalement, ils sont indispensables. Ceux qui ont mis la documentation, vu que personne ne va la lire, qu'elle n'est pas forcément relue, et que des fois on ne sait pas que la documentation existe aussi, les personnes sont indispensables, et puis la connaissance est morcelée. Par contre, du coup, par rapport à ça, on a commencé à identifier une solution autour de la solution ASCII-Doctor. Je crois que là, on a inversé. Et en gros, c'est une solution, quand on a commencé à regarder vraiment le sujet, qui était déjà utilisée par des gros projets, comme Hibernate ou Fedora, donc qui ne sont quand même pas des petits projets au sein des fondations libres. Et donc, en fait, l'autre intérêt d'un ASCII-Doctor, c'est qu'ils sont en train de sortir la spec ASCII-Doc, qui vient d'être intégrée à la fondation Eclipse début janvier. Ça, c'est deux gros arguments qui nous ont fait sérieusement aller à cet outil. Alors même si la spec, elle est toute récente, donc c'est pas ce qui nous y a fait aller à ce moment-là. C'est plus un argument si vous y êtes pas encore aujourd'hui. Et cette volonté pour nous de rapprocher le code, on avait, comme on disait, plutôt deux possibilités. Markdown qu'utilisait Nicolas, notamment dans les README, ou ASCII-Doctor. Les deux ont quand même des avantages très très proches, un balisage faible, c'est proche d'un format wiki, donc pour ceux qui ont utilisé des wikis depuis très longtemps, c'est assez pratique. Un petit exemple, donc là c'est de l'ASCII-Doc, avec un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, un warning.
Ça, c'est pas trop mal. Ça permet de faire des rendus assez sympathiques, soit avec des icônes, soit juste du texte pour vous dire qu'il y a un warning. Donc, comme vous voyez, le balisage est très simple. Ça se lit même en mode texte. Au delta d'une petite erreur de coloration syntaxique. En plus, on a la coloration syntaxique, donc ça nous aide pas mal. L'avantage de ce type de format, c'est qu'on va pouvoir gérer, c'est du format texte, donc comme du code source. On va pouvoir gérer ça dans du Git. Avec ASCII Doctor, on n'a pas de problème de flavor. Personnellement, quand j'utilise du Markdown, quand je suis forcé d'utiliser du Markdown, il faut que j'aille voir si je suis sur GitHub, si je suis ailleurs, comment je dois écrire certaines choses, notamment les listes qui ne s'écrivent pas exactement de la même façon sur un système ou sur un autre. Là, ASCII Doctor, c'est simple, il n'y a qu'une seule implémentation. Il n'y a qu'une seule flavor, pas d'erreur. Personnellement, je trouve la syntaxe aussi plus cohérente. On a également la possibilité d'inclure des fichiers et des fichiers partiels. Donc ça, c'est très très intéressant, notamment pour des extraits de code. Et dans l'avantage de tout ça, d'utiliser soit Markdown, soit ASCII Doctor, c'est pas juste ASCII Doctor. Ce qui est intéressant, c'est comme on peut utiliser du Git, sur notre dépôt, nous, on avait les droits, on est développeurs, donc on peut toujours faire la mise à jour, contrairement à ce que je ne pouvais pas faire au départ. Alors, clairement, tout ça, ça a l'air super, mais quand vous commencez à faire de la doc as code, vous commencez à avoir des problèmes que vous n'auriez pas eu autrement, mais clairement pas autrement. Et l'exemple flagrant, c'est ce type de problématique. Toute la notion de build and deploy, quand vous faites du Word, vous n'avez pas ce genre de problème. En gros, aujourd'hui, ASCII Doc, c'est quelque chose qui tourne en Ruby. Par contre, il y a quand même des choses qui rendent ça très très accessible, et en termes d'environnement d'exécution pour la partie build and deploy, enfin surtout pour la partie build. Et il y a également aussi des outils qui vont permettre de transformer à ça à partir de JavaScript. Donc dans les premières réalisations qu'on a pu mettre en place, c'était plutôt basé sur des exemples Gradle, qu'on trouve c'est quasiment l'intégralité d'un fichier qui permet la génération. C'est aussi un exemple qu'on peut trouver comme ça dans la documentation d'ASCII Doctor. Et donc, il va permettre d'avoir une syntaxe relativement simple qui permet à la fois de gérer du HTML et du PDF, comme on peut voir là sur la seconde ligne de l'exemple. Et on peut générer autant de back-end qu'on veut, ou du moins qu'il existe. Après, si vous voulez aller jouer, vous pouvez créer vos propres back-ends, mais là, ça commence à devenir une autre histoire. Donc ça, c'est plus pour la partie vraiment build, où on peut réussir en quelques minutes à avoir quelque chose. Donc ça va générer derrière des fichiers statiques, donc HTML, PDF, là pour les exemples que je donnais. Donc ça veut dire que si vous voulez les servir, vous pouvez relativement facilement, alors moyennant quelques connaissances en Docker, mais bon, voilà, ça c'est un exemple de Dockerfile qui va vous permettre d'embarquer ou de packager plutôt votre documentation. Donc on part d'une image NGINX et on copie le contenu de ce qui a été généré. Voilà globalement la complexité du Dockerfile. Par contre, la problématique qu'on a rencontrée avec ASCII Doctor, c'est que assez vite, nos dépôts sont devenus bordéliques. Je pense qu'on peut utiliser ce terme même. Voilà. Et en gros, on commençait à avoir donc différentes contributions au sein des équipes de développement. Et tout le monde n'a pas forcément la même logique en fait, dans la façon de construire les documents, dans la façon d'organiser les documents. Et là où on a conscience qu'il faut commencer à faire quelque chose, c'est le jour où on commence à créer le dossier divers. Ce jour-là, il est temps d'arrêter, ou du moins de commencer autre chose. Alors c'est là où on a commencé à avoir une structure partagée. En fait, on était sur 2 projets différents, mais sur le même plateau de développement. Donc on s'est dit, ce serait bien de trouver à minima une structure cohérente que l'on puisse partager à travers tous les projets du plateau de développement. Comme ça, un développeur, s'il change de projet, il va retrouver au moins la même organisation de documents techniques et fonctionnels dans sa codebase. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt, c'est d'avoir de la convention. Au lieu de la configuration, ça devrait faire plaisir à Nicolas Deloff par rapport à Maven. Donc au tout début, nous, on a pensé à 4 gros dossiers assez simples. On a mis les titres là en français, mais donc on a le démarrage ou le quick start, vraiment pour quand le développeur arrive, pour facilement l'onboarder sur le projet. Donc dedans, on va retrouver toute la partie installation de son poste de développement, quels sont vraiment les points d'entrée nécessaires pour qu'il puisse comprendre à comment développer aussi au projet. Donc on va pouvoir retrouver le contributing, ce genre de choses.
On va avoir une partie plutôt manuelle ou how-to qui sont dès qu'on a besoin de faire une action, comment on la fait. Alors après, si c'est une action très répétitive, on peut se dire qu'on peut peut-être l'automatiser. On a la liste de nos environnements, sans les mots de passe qui sont gérés ailleurs. Hein. Ne mettez pas vos mots de passe en clair dans de la documentation, c'est une très mauvaise idée. Surtout quand c'est versionné dans Git, hein. Vous pensez l'avoir supprimé, il y a le commit d'avant, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et tout ce qui est recommandations et guidelines de développement, quelles sont les bonnes pratiques que l'on met en place, et ainsi de suite. Donc au début, on a vraiment pensé à ça. C'est très orienté produit, sauf qu'on voulait mettre le maximum de documentation dans notre code, ou du moins dans des dépôts Git, pour ensuite pouvoir travailler cette documentation en tant que développeur. Et donc, il nous manquait quelque chose. Il nous manquait quelque chose qui s'appelle plutôt vie du projet, où on a commencé à mettre un petit peu les comptes rendus de réunion, ce genre de choses, parce que c'était important, et puis on pouvait vraiment tout gérer dedans. On peut rajouter, si on a des besoins, d'autres domaines organisationnels, c'est pas impossible. Par contre, pour rappel, on ne fait pas un domaine divers. Hein, c'est vraiment une mauvaise idée. Ça a été fait. Ça a été fait il n'y a pas longtemps, donc voilà, il faut rester dans des choses assez cohérentes. Et là, on se dit, ouais, on est bien, on est sur un dépôt, un produit, etc. Mais là, on peut se poser la question d'avoir plusieurs dépôts. Entre autres, quand on a plusieurs produits ou quand on a un morceau de document, entre autres sur les aspects vie de projet que vient de présenter Gauthier, qui ne sont pas liés forcément à la vie d'un produit. Et là, on commence à avoir d'autres problématiques que celles évoquées précédemment avec le build and deploy. Si on prend nos différents produits, si on prend nos différents modules documentaires, on va appeler ça comme ça, on va se retrouver à générer nos conteneurs, un par module documentaire. Alors, c'est intéressant, hein, ça permet de déployer rapidement. Après, si on a une gestion manuelle de nos déploiements de conteneurs, ça veut dire qu'il faut rajouter un frontal devant. Enfin, il peut être utile d'ajouter un frontal devant pour que les users n'aient pas à gérer toutes les problématiques de port ou ce genre de choses. On part du principe que le user, ça peut être celui qui s'est juste tapé une URL dans son navigateur. Le problème, c'est que quand on fait ça et qu'on n'a pas de gestionnaire de conteneurs, type Rancher, Kubernetes ou n'importe quel autre, ça peut vite devenir un peu compliqué. Et il ne faut pas oublier que on pourrait avoir un objectif, ce serait d'être plutôt sur ce mode-là. C'est-à-dire que la doc, elle nous génère que des statiques. Donc pourquoi est-ce qu'on embarquerait 25 conteneurs quand on a 25 modules documentaires ? L'idée, ce serait d'aller optimiser un petit peu ces ressources, les processus de déploiement, et donc finalement d'avoir juste un seul conteneur qui déploie les différentes docs. En gros, il faut juste agréger nos contenus. Et c'est là où ça se gâte. Parce que concrètement, le processus d'agrégation, il ressemble à ça. Je pense que ça ne doit pas être totalement super lisible, mais finalement, ça dénote aussi la complexité, donc ce n'est pas un drame. Mais en gros, dans le carré bleu que vous avez à gauche, vous avez un composant documentaire qui va déclencher un manifeste, la construction ou la mise à jour d'un manifeste. Ce manifeste qui va déclencher la construction de l'agrégateur. Donc avec toutes les étapes qu'on retrouve dans des Jenkins files ou n'importe quel autre élément de CI que vous pouvez avoir pour produire votre fameux conteneur. Bon, une fois que c'est fait, on se dit c'est bon, sauf qu'en réalité c'est assez compliqué à maintenir, donc l'objectif n'est pas vraiment atteint. Puis là, on a un autre problème aussi à l'intérieur des dépôts, c'est que si vous avez des liens entre vos différents composants documentaires, des liens au sens HTTP, c'est assez difficile à mettre en place entre vos modules documentaires. Puis après, il y a la partie gestion des pages à l'intérieur des modules qui peut vite devenir tordue. Et finalement, en fait, ce qu'on voudrait, c'est vraiment avoir ça. Ça ressemble à un rêve. C'est de se dire, voilà, je veux un endroit où je peux agréger mes données et les builder et donner simplement mon résultat, donc mon conteneur, qui sera à déployer. Donc en gros, on commit, ça fait un build qui package, qui déploie, et c'est terminé. Et c'est là où, au détour d'une pause café, où je présente un peu ça, alors que le schéma n'était pas aussi clair hein, à l'époque, la pause café, c'est plus griffonné sur un papier. Et Gauthier me dit, mais Antora, ça a l'air de faire ce que tu cherches à faire. Le produit est en alpha, mais ça vaudrait le coup de regarder. Moi, j'étais à peu près comme ça. Et du coup, j'ai mis à peu près 3 mois avant de faire les premiers tests d'Antora. Les premiers tests, j'ai pour ainsi dire vraiment pas été convaincu.
On va voir après. Mais en gros, Antora propose une structure qui est très stricte. Et du coup, ça venait casser un peu toutes nos conventions qu'on s'était données. Et donc, du coup, le premier abord a été un petit peu délicat. Puis en plus, moi, j'étais sous Windows. Et le projet Antora, donc du moins à l'époque, parce que maintenant, c'est plus vrai, il était basé sur un SSH Agent qui, dans les consoles Windows, ne fonctionnait pas hyper bien. Enfin, il ne fonctionnait pas du tout, en fait. Alors Antora, pour rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce que ça fait, c'est un outil qui va vous permettre d'agréger du contenu de différents dépôts Git, donc qui va aller se connecter à vos différents dépôts Git, télécharger vos dépôts, prendre les morceaux de documentation qu'il y a dedans, on verra comment, et qui va générer un seul et unique site de documentation. Donc ça répond à nos besoins, on voulait faire un agrégateur de sites, ça gère les liens entre les dépôts, c'est plutôt sympa, donc on règle aussi ce problème. Et petit ajout que l'on n'avait pas encore géré, parce qu'on ne s'était pas encore trop posé la question, ça gère les versions en fait. Si vous avez géré vos versions correctement sous Git, ça les gère bien également. C'est plutôt pas mal. Ça vous permettrait d'avoir un site de documentation, ou si vous vous dites, je veux la version 1.0 de mon produit, bah, vous changez juste le paramètre qui va bien et vous avez votre site de documentation pour la version 1.0. Vous voulez la 1.1, vous l'avez également. Ça gère aussi la partie SEO, donc pour la partie référencement. On ne va pas rentrer dans les détails de cette partie-là, mais si vous avez de la documentation sur vos produits qui a vocation à être publique et à devoir être crawlé par des moteurs de recherche, c'est très intéressant de se pencher pour avoir des URL propres. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur? On fait de l'agrégation, donc on a besoin d'un agrégateur qui s'appelle, dans le langage Antora, un playbook. Et l'agrégateur, bah voilà, il fait ça, il va se connecter au dépôt. Il utilise les dépôts, il va récupérer la documentation. Il se base sur ASCII Doctor, donc nous, ça nous intéresse, on avait déjà notre documentation en ASCII Doctor. Il va générer l'AST, donc l'arbre syntaxique abstrait correspondant à notre page de documentation. Il met ça en mémoire. Et après, il va générer, grâce à la partie UI, qui est un autre projet à côté, il va générer votre rendu de site Internet. La UI, par défaut, le projet Antora en fournit une, mais vous pouvez la customiser, on en reparlera. Au niveau d'un dépôt, c'est simple. Vous avez un descripteur de votre documentation lié à votre dépôt. Donc soit c'est à la racine de votre dépôt, soit c'est dans un sous-répertoire de votre dépôt. On vous montrera ça juste après. Et vous avez des modules. Par défaut, il est conseillé d'avoir un module root qui va vraiment être la racine de votre dépôt. Enfin, pas de votre dépôt, mais de votre documentation dans votre dépôt. Et vous allez avoir vos autres modules, autant de modules que vous pouvez faire. Donc on peut commencer à retrouver exactement les mêmes modules finalement que ce que l'on avait défini avec nos environnements et ainsi de suite, la documentation fonctionnelle, potentiellement juste un focus sur une partie fonctionnelle. Et au niveau d'un module, donc c'est là où on a une organisation très hiérarchisée et assez stricte dans Antora. Donc on a cette arborescence où on va avoir vraiment l'arborescence avec les fichiers images que l'on met à un endroit, les exemples de code que l'on met à un endroit et toutes les pages au même endroit. Vous avez également un fichier nav.doc qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement conseillé, qui va pouvoir être intégré pour avoir notamment votre menu sur le côté du site pour pouvoir naviguer dans votre documentation. Donc c'est très intéressant de l'avoir. Au niveau UI, ça nous semble, alors à nous qui sommes plutôt des devs orientés back-end à la base, la partie UI, c'est celle qui nous semble a priori la plus compliquée, surtout au niveau de la partie customisation. L'idée étant qu'en gros, pour customiser la UI à la base par défaut qui est fournie, globalement, il faut quand même avoir quelques compétences de développeur front-end. Donc, voilà. Après, on n'est pas non plus sur des trucs excessivement complexes. Le moteur de templating utilisé, c'est le moteur Handlebar. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le type de syntaxe utilisé, voilà le genre de code que ça peut produire. Et du coup, la UI, alors c'est pas tout à fait la UI par défaut, mais la UI d'Antora ressemble à ça. Elle est très très proche de celle fournie. Donc ça, alors je reprends. Ça, c'est la documentation d'Antora, le produit. Et donc la UI qui est fournie
par l'agrégateur est très très proche de cette visu-là. En gros, vous n'avez pas la barre de recherche en haut. Et en exemple de customisation, il y a Couchbase qui utilise Antora pour faire sa documentation, et donc qui reprend une UI qui ressemble pas vraiment à ce que vous avez pu voir juste avant et à ce qu'on va vous montrer dans quelques secondes au niveau de la démonstration. Donc maintenant que vous a présenté un petit peu le projet, on va rentrer plus dans la partie comment on fait réellement, nous, en tant que développeurs. Hop, donc ça, c'est bon. Donc en tant que développeur, c'est assez simple, au final. Là, j'ai un projet de démonstration. C'est juste un dépôt Git en local qui contient juste de la documentation à la racine. Donc je retrouve mon antora.yaml. Donc sur l'antora.yaml, vous avez besoin de définir un nom, un titre. Donc là, on voit la version 2019 qui n'est pas officiellement encore publiée sur mon site de documentation. Je vous montrerai ça après. Et vous avez des liens sur nos différents modules sur la partie navigation. Donc c'est ce que je vous disais. À partir de cette navigation-là, on va construire vraiment le menu sur le côté. Et au niveau d'un module, si je prends par exemple les talks, on va retrouver la navigation de ce module-là, et on va retrouver l'ensemble de nos pages. Et dedans, je vais retrouver normalement un index.adoc qui contient, donc là c'est de l'ASCII-doc, qui contient l'intégralité des talks de 2019. Non, je ne les ai pas recopiés à la main. Au cas où, je préfère le préciser. Du côté de notre agrégateur, donc c'est un autre dépôt Git, on se retrouve avec un site.yaml, avec notre description de site, son titre, l'URL, la page de départ. Donc on peut directement taper en page de départ sur un composant particulier, donc c'est assez intéressant. On a la liste de nos dépôts derrière que l'on veut utiliser, c'est ici. Donc là, en l'occurrence, j'utilise mon dépôt local. Par défaut, je refuse la branche master, c'est pour vous montrer la mise à jour. Et on peut mettre donc soit des branches, soit des patterns de branches, avec des étoiles par exemple, ou directement des patterns de tags ou des tags bien définis. C'est de l'ASCII-doc, donc on a également la possibilité de mettre des attributs ASCII-doc directement à cet endroit-là, et ça sera propagé sur toutes nos pages de notre site, ce qui peut être assez pratique, plutôt que de devoir mettre la même config partout. Là, c'est la configuration vers notre bundle UI. Donc par défaut, là j'en ai téléchargé un en local, histoire d'éviter les problèmes de démo. Sinon, l'exemple donne directement une URL en ligne où vous avez la UI par défaut d'Antora. Et ça, c'était quelque chose que j'ai mis pour les credentials, dont je n'ai plus besoin techniquement, qui me permettait d'aller taper sur mes dépôts GitHub avec un secret à l'intérieur et ne pas avoir à taper mon secret directement dans ma ligne de commande pour vous montrer comment ça fonctionne. Au niveau d'Antora, en fait, donc là je vous ai montré les descriptions, comment on l'utilise réellement, c'est simple, on a une ligne de commande à installer, donc ça s'installe via npm, donc vous faites un petit npm install Antora, vous pouvez faire un -g Antora pour l'avoir un petit peu partout, et ensuite vous avez une superbe ligne de commande, j'espère que vous voyez bien, ça va bien au fond? Pas de souci, bon, j'espère que vous voyez bien. Et on se retrouve donc avec notre ligne de commande qui a très très peu de fonctionnalités, qui ne permet que de faire de la génération de documentation. Hop, donc generate. Je vais mettre l'aide parce qu'il y a une petite connaissance à avoir. Dans la génération, donc on a pas mal d'options, et normalement on a une petite option que je ne vois plus ici, qui est le fetch, qui est intéressante à utiliser parce que une fois qu'il a téléchargé un dépôt Git, si vous ne faites pas un fetch, il ne va jamais récupérer les nouvelles modifications. Quand vous faites des tests ou quand vous êtes en train de builder dans votre intégration continue, ce serait dommage de builder sans prendre les mises à jour. Ça m'arrive très souvent en local, donc c'est un peu embêtant. À savoir qu'on peut le rajouter directement dans une sous-partie du site.yaml pour ne pas avoir à le rajouter dans votre ligne de commande. Donc fetch et -fetch, ça sera mieux.
là. Hop. Donc ça, c'est normal, j'ai une petite erreur dans un fichier ASCII-doc par rapport à ce que j'ai généré. Et en fait, quel est le rendu? J'ai un build, et là, j'ai directement mon site qui a été généré. Toute cette partie-là est générée, je vais vous la montrer dans un navigateur, parce que ce n'est pas très, très intéressant ici. Hop. Ce n'est pas celle-là. Donc là, j'ai mon site de documentation. Donc vous avez la UI par défaut. Par défaut, j'ai pris les tags 2018 et 2017. Donc je peux changer de talk. Là, par exemple, il y avait... alors, je ne vais pas dire il y avait Cécilia Bossard et Jean Pélias, parce qu'ils sont encore là cette année, donc je ne peux pas dire ça. Il y avait Eric Sibert en 2017. Et si je prends 2018 et que je retourne sur la partie speaker, vous voyez bien que je n'ai pas la même page. J'ai vraiment 2 tags différents. C'est le même dépôt Git, mais j'ai 2 tags différents. Donc ça, c'est pour la première partie. Quand on commence à ajouter des choses, c'est simple. En l'occurrence, je vais juste rajouter master. Hop. Je vais pouvoir régénérer. Bon, je n'ai pas besoin du fetch parce que je n'ai pas commité quoi que ce soit. Et normalement, si je fais un petit F5 ici, j'ai 2019 en plus. Alors, petit point sur les 2019, 2018, 2017, parce que j'ai oublié d'en parler. C'est les numéros de version en fait, que vous mettez au niveau de votre Antora.yml dans chacun des composants. Donc, quand vous faites un upgrade de version sur vos composants logiciels, pensez à mettre à jour ce numéro de version. Je n'ai pas encore regardé assez la documentation d'Antora. Il y a peut-être moyen de se référencer sur les tags, par exemple Git, mais je ne suis pas sûr. Donc, pensez à le mettre à jour. Alors, c'en est fini de la démonstration. Petit focus sur les liens, parce qu'on disait que ça permettait... Antora permet les liens en fait, entre les différents composants, permet les liens en fait, directement dans un composant, donc ça utilise les Xref. Donc le premier, vous avez vraiment un lien d'une page à une autre dans le même module de mon composant. Si vous préfixez la page par le nom du module, enfin d'un autre module, vous allez avoir des liens intermodules. Et quand vous utilisez les noms des composants, vous allez avoir des liens entre composants. Alors quand il y a du refactoring de documentation dans un composant, il faut quand même penser à les mettre à jour dans les autres composants, les liens. C'est toujours une vraie problématique. Mais contrairement à ce que l'on faisait avant, c'est beaucoup plus simple. On n'a que des noms, des identifiants à connaître, et non pas toute l'arborescence complète. Donc c'est un peu plus parlant. On va regarder du coup un peu plus précisément on va regarder un peu plus précisément comment on a pu intégrer tout ça dans nos projets. Donc le premier objectif, c'était d'avoir la doc au plus près du code du produit. Donc ça veut dire qu'en gros, dans chaque dépôt Git qui contient du code produit, on a un endroit, un répertoire qui contient une structure Antora. C'est-à-dire que chaque produit va contenir sa propre documentation. On a aussi la constitution d'un dépôt spécifique pour les parties communes, donc qui ne sont pas vraiment du code au sens applicatif du terme. Et puis on a également pu construire des dépôts de documentation, donc un module documentaire à l'intérieur des dépôts, pour tous les autres produits qui pouvaient être autour de notre produit applicatif. Donc, par exemple, tout ce qui était infra as code, tout ce qui était chatbot d'équipe, tous ces éléments-là aussi ont leur module Antora à l'intérieur de leur dépôt de code. L'autre gros intérêt, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est la mise en place des processus de dev sur la doc. Processus de dev, ce qu'on entend par là, c'est toutes les politiques de merge request pour le request, tous les aspects relecture et approbation qui peuvent être mis en place dans vos systèmes. Votre doc elle passe dans la même moulinette. Puis du coup, vous pouvez aussi mettre en place tous les éléments de déploiement continu. Si votre application elle est dans des modes de déploiement continu, vous pouvez faire strictement la même chose, quel que soit votre outil de déploiement continu, pour votre documentation.
Un autre élément qui, pour nous, était assez important, alors on était dans un contexte de déploiement sur Amazon, ça a été les aspects sécurisation des accès. Donc vous êtes sur des déploiements de conteneurs, donc avec à l'intérieur simplement des statiques, et donc vous pouvez mettre en frontal des load balancers ou n'importe quel autre élément qui va vous permettre de sécuriser vos accès pour tel ou tel pool de users sur telle ou telle adresse. Là, ce qu'on voit aussi sur ce schéma, c'est qu'on peut très bien imaginer avoir deux domaines de génération, donc deux sites.yaml, qui vont aller agréger un même dépôt. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un dépôt commun et que vous avez deux sets de produits, vous pouvez imaginer que ce dépôt commun soit récupéré par les deux sites et pouvoir générer cette doc. Et ça veut dire que si vous amendez le dépôt commun parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre infra globale ou dans vos pratiques communes, eh bien, les deux pools de documentation vont pouvoir en profiter. Ça, c'est excessivement intéressant en termes de réutilisabilité. Et puis finalement, le pipeline que je vous montrais tout à l'heure, on l'a atteint. C'est-à-dire qu'en gros, avec Antora, on a un dépôt guide qui contient l'agrégateur, on a les différents dépôts qui vont contenir les codes documentaires des produits, et on va réussir à agréger tout ça de façon très très simplifiée dans un seul et même... alors là, c'est dans un conteneur, parce qu'après on l'assemble comme tel, mais en tout cas, dans un seul ensemble de statiques. Du coup, on a quand même un petit peu trituré le projet et on a vu, au travers de nos différentes expériences, quelques perspectives et aussi quelques limitations. La première perspective, c'est que c'est un projet qui est vivant. En un an à peu près d'utilisation, on a eu déjà une deuxième version majeure qui venait corriger entre autres les petits aléas du SSH Agent sous Windows, mais également beaucoup d'autres petites choses très très intéressantes. Version donc publiée pour Noël, joli cadeau. En termes d'évolution intéressante qu'il peut y avoir, ça va être la partie intégration d'un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est à la roadmap d'Antora, mais pour autant, on peut imaginer assez facilement à partir de web crawlers comme Algolia ou après Elasticsearch. Alors Elasticsearch n'est pas directement un crawler, il faut y monter quelque chose par-dessus. J'ai utilisé un outil qui s'appelle FES, qui me permettait de faire la partie crawling. Et on peut intégrer de façon relativement facilement, il y a quand même un petit peu de temps à passer sur cette mécanique-là, des mécanismes de recherche. Il y a aussi quelque chose qui est assez important, c'est si vous avez besoin de gérer de la documentation, vous avez un produit public et vous avez besoin de gérer de la documentation en multilangue, pour l'instant, nous, on n'a pas trouvé de façon de le faire. Alors, ce n'était pas un besoin en tant que tel, mais on a, en l'occurrence, le projet sur lequel j'étais, c'est un projet qui était à destination d'un pays étranger où il y a plusieurs langues dans ce pays. On aurait très bien pu avoir besoin de la documentation dans ces différentes langues et on en était incapable. Donc on a fait tout en anglais, en espérant que tout le monde sache lire l'anglais. Mais c'est pas géré directement dans Antora. Donc il y a différentes façons où vous pouvez le gérer pour vous. Ça serait de gérer différents composants, un par langue, ça peut être une option. C'est peut-être pas la meilleure parce que potentiellement dans votre navigation ça sera pas forcément très très clair. Vous pouvez également potentiellement extraire votre documentation dans différents dépôts et faire des sites par langue, c'est une possibilité, mais ça veut dire qu'on ressort la documentation du code, donc on perd l'intérêt d'avoir la doc au plus proche du code. Ou sinon, vous gérez des arborescences par langue dans chacun de vos modules, chacun de vos composants. Mais c'est quand même une opération qui se fait à la main, donc c'est pas top. Et en plus, il faudra forcément adapter la UI pour gérer les différentes langues. Et bon, c'est ce qui est le plus compliqué, même si c'est loin d'être impossible. Après, en termes d'amélioration en vrac, il y a des gens comme moi qui sont très boulets. Donc moi, une amélioration en vrac, ça serait que l'outil Antora, il fait de la génération. Il a une seule commande, il fait de la génération de sites. Mais on n'a pas d'initialisation d'un module, d'initialisation d'un composant, même de création d'une page. Parce qu'en fait, je suis assez boulé, je ne mets jamais les pages dans le bon répertoire, je vous jure. Quand je suis en ligne de commande, j'arrive à me planter dans mon arborescence. Donc j'aimerais bien ça. Il y a aussi quelque chose, on a des YAML. Alors on peut faire des YAML, du JSON ou du TOML. C'est pour le site, on a mis des exemples en YAML. Il n'y a pas de schéma à l'heure actuelle de validation. Ce qui fait qu'on n'a pas de validation de ce qu'on est en train d'écrire en termes de clés. On n'a pas d'autocomplétion dessus, donc nos IDE ne nous aident pas sur cette partie-là.
Alors personnellement, je suis en train d'essayer d'en faire une parce que ça commence à m'embêter, mais j'ai encore des soucis dessus. Et en tout cas, c'est pas poussé par le projet par défaut. Et donc, après, on pourrait aussi avoir d'autres améliorations pour aller plus loin, qui serait donc d'avoir notamment, enfin ça on peut le faire déjà, mais c'est pas fourni de base. Comme on est basé sur ASCII Doctor, on pourrait avoir des schémas en plante UML. Donc ça c'est du plante UML, c'est peut-être pas le meilleur diagramme, je sais pas si vous connaissez plante UML. C'est un outil qui peut être pratique, mais il y a beaucoup de diagrammes, c'est de l'UML donc que je n'aime pas. Mais là c'est un diagramme de classe en fait. Ça c'est votre code que vous, enfin votre texte que vous mettez directement dans votre documentation ASCII Doctor. Et ça vous rend une petite image comme ça. Alors vous pouvez customiser le rendu parce que par défaut il est un petit peu moche. Faut dire ce qui est. Voilà. Quelque chose qui nous manque, où Nicolas a fait, triché un petit peu dans sa propre documentation, c'est les slide decks. Puisque si on commence à mettre toute notre documentation au plus près du code, il y a un moment où vous avez besoin de faire une présentation client, vous avez des slide decks. Là, nous, on fait du slide deck à base d'ASCII Doctor, Reveal.js. Donc encore de l'ASCII Doctor. On aimerait bien en fait avoir directement l'écriture de nos pages et puis pouvoir rendre directement un slide deck, ça serait quand même cool. C'est pas géré. Voilà, donc ça c'est des petits points qui seraient sympathiques. Et bien entendu après, bien d'autres. Tout dépend à la limite de votre imagination. C'est pas faux. On a été un petit peu plus rapide que ce que l'on pensait. Donc on va faire une grosse séance de questions, si vous avez des questions. Attends, je pense que... Ouais. Est-ce qu'Antora permet de prendre en entrée d'autres formats que l'ASCII Doc, par exemple, différentes flavors de Markdown, du restructure texte, du LaTeX ou autre? À l'heure actuelle, ce n'est pas prévu. En fait, ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'Antora a été créé par Open Devise, qui est une société de 2 personnes. Alors, je ne me souviens plus le nom des 2 personnes exactement. Il y a Dan et Marie, je ne connais plus leur nom de famille. Dan Allen et Marie, par contre, ça je sais. Non, ils ne sont pas mariés, ça c'est une certitude. Merci pour... qui en fait c'est une société qui a créé Antora et qui est également qui supporte ASCII Doctor en fait. C'est aussi eux qui maintiennent et supportent ASCII Doctor. De ce fait-là, ils sont très liés à ASCII Doctor. Ils n'ont pas de vocation spécialement à aller gérer un back-end supplémentaire dans Antora pour les se brancher sur du Markdown. En plus, sur du Markdown, par exemple, il y a des problèmes de flavor. Ils n'ont pas vocation. Je pense que c'est possible d'en rajouter, mais ça veut dire commencer à triturer Antora. Après, on peut imaginer une autre façon de faire. Vous avez des fichiers en Markdown. Si vous suivez à peu près la même arborescence, vous suivez la même arborescence de composants, vous pourriez très bien prendre vos Markdown, les convertir en ASCII Doc pour faire le rendu. Après, si vous commencez à faire la conversion, peut-être qu'après, il faut arrêter d'utiliser les Markdown et directement faire de l'ASCII Doc. Voilà. Et idem pour du LaTeX, du DocBook. Du DocBook, c'est sûr, on peut le transformer. Du LaTeX, je ne sais pas. Mais par défaut, ce n'est pas géré dans Antora. Vous avez montré comment faire des liens du coup intermodules et tout ça et aller jusqu'à l'encre. Est-ce que Antora détecte les liens morts à la génération directement? Par exemple, on veut faire un lien sur une page, il y a une autre page qu'on référence et techniquement ça va être faisable parce que Hugo le fait. Hugo, c'est un autre générateur de sites statiques. Je voulais savoir si c'était possible dans Antora. Dans ce que j'ai vu, il le détecte sans le détecter. Ce que j'entends par là, c'est que vous n'allez pas avoir d'erreur à la construction qui va vous dire non, ce lien, il ne marche pas. Par contre, vous allez avoir un truc dans votre doc qui ressemble absolument pas à un lien, qui n'est pas cliquable, etc. Donc la détection, je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour aller à de la détection au build, parce qu'ils ne sont pas en capacité de générer le lien, donc s'ils ne sont pas en capacité, ils devraient pouvoir lever l'alerte.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas une détection qui est faite au build. Potentiellement, il faut pousser une issue Ouais. ou une demande de feature sur Antora, sachant que le projet Antora est hébergé chez GitLab. Donc gitlab.com/Antora/Antora. Et là, vous pouvez pousser les features. Si ça se trouve, c'est déjà prévu. Et dans ce cas-là, il faut rajouter un petit plus sur l'issue. Et un peu dans le même sens que ce que dit Gauthier, c'est qu'il y a deux Gitters qui sont ouverts, un pour les devs et un pour les contributeurs sur Antora, où il y a énormément de réactivité. Donc si vous voulez commencer à jouer avec le projet, que vous avez des problèmes, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il y a de très très grandes chances que vous ayez des réponses rapidement. C'est un peu dans le même sens. Bonjour, c'est bon? Oui. Merci pour la présentation. Et du coup, moi j'ai une question concernant des formules de maths. J'aurais besoin par exemple de mettre des formules mathématiques assez poussées dans de la doc. On a parlé de éventuellement faire de l'export LaTeX vers ASCII-Doc, mais est-ce que... donc je crois qu'ASCII Doctor ne permet pas de faire ça. Est-ce que Antora... Madjax. En fait, en ASCII-Doc, par défaut, ça n'y est pas. Il y a un plugin supplémentaire avec une librairie Madjax pour faire des formules mathématiques. Donc, en toute logique, vu qu'Antora, on n'a pas testé, mais en toute logique, vu qu'Antora est basé sur ASCII Doctor pour la partie pour le rendu, sauf la partie HTML, parce que là, c'est vraiment la UI plus ce que fournit ASCII Doctor, normalement, c'est possible. Je pense que c'est dans la liste des extensions sur la documentation ASCII Doctor. Il ne faut pas aller sur la documentation Antora, mais vraiment sur le site d'ASCII Doctor pour avoir ces informations. Oui. Quand on est en multi-repo Git, on peut avoir potentiellement des composants avec des versions différentes. Il faut que la version dans le YAML soit commune pour que ça apparaisse dans la même version du site. Alors en fait, non. C'est vrai que mon exemple est un petit peu incomplet. Je n'ai qu'un seul composant. En fait, si on retourne... Effectivement, ça c'est désactivé. C'est là où je vais me planter de mot de passe, comme d'habitude. Alors, tac. En fait, dans la partie source ici, ça c'est pour un module, j'ai besoin de ces versions-là. Et si j'ai un autre module, c'est une histoire de juste remettre la partie URL ici, de taper sur votre autre module. Donc, par exemple, mais pour qu'il les réassemble dans la même version du site, il faut que les versions coïncident quand même. L'arborescence, c'est dans l'autre sens. C'est d'abord le composant, puis les versions du composant. C'est d'abord le composant, puis les versions. C'est pas une version X 1.0, par exemple, avec tous vos composants. Le plus simple, c'est de retourner sur le rendu, je pense. Mais tu dois l'avoir dans l'URL. En fait, vous avez ici votre composant. Là, j'en ai qu'un seul. Mais si vous avez votre composant, si vous avez un deuxième composant, il y a un deuxième nom ici, avec vos différentes versions en dessous. Et puis on voit dans l'URL qu'on a d'abord le composant, puis la version du composant, ici, et pas l'inverse. Je ne sais pas si ça répond du coup à... Voilà. Effectivement, l'exemple n'est peut-être pas assez complet. J'ai une autre question. Vous avez évoqué au début le fait de générer de la doc pour votre gestion de projet. Oui. Là, je vois l'usage dans le but de publier, par exemple, une documentation produit, etc. Par contre, comment ça se passe, par exemple, pour de la spécification? Je veux interagir avec mon client, je veux qu'il puisse faire des commentaires, qu'il puisse réagir sur le contenu de la doc, et voire même qu'il y participe. Je me vois mal lui demander de taper dans Git. Est-ce qu'il existe des éditeurs, genre StackEdit, qui existent par exemple pour Markdown, qui lui permettraient de... Je vais te laisser répondre. Je pense que tu as le meilleur exemple. Au niveau des... Oui, il y a plusieurs éléments. Enfin, il y a plusieurs questions dans la question. Au niveau de la réalisation de la documentation plus de suivi projet, moi j'ai eu au cours de l'année qui vient de s'écouler l'exemple même de 2 Scrum Masters à qui j'ai pu faire contribuer à la doc au travers de GitLab et particulièrement du Web IDE, qui est une nouvelle fonctionnalité de GitLab qui permet d'éditer en ligne la doc. Ça, c'est une première partie de la réponse. Maintenant, pour la partie échange avec le client, nous, on n'a pas eu aujourd'hui à faire ces travaux-là, parce qu'en gros, notre doc, on n'a pas de doc fonctionnel amendable type spécification ou ce genre de choses. On n'a pas ça aujourd'hui dans notre documentation ASCODE.
Et donc, on n'a pas eu à traiter ce problème et j'aimerais beaucoup y avoir affaire. Parce que je suis très intéressé de savoir comment est-ce qu'on peut emmener les gens. Parce que la première réaction des gens quand ils la consultent, c'est comment tu as fait ça et comment je peux faire la même chose. Et donc, du coup, quand on a quelque chose déjà à montrer, on a une réaction positive qui invite les gens à y aller. Et finalement, on a déjà fait un pas. Bon, de là à les emmener à faire des pull, commit, push, etc. dans Git, on n'est pas rendu. Hein. Mais on a déjà une première réaction qui peut faciliter. Et après, au niveau des éditeurs, globalement, aujourd'hui, à part les IDE classiques qui permettent d'avoir le rendu en live, et encore, quand on fait du Antora, c'est plus compliqué parce que l'arborescence casse un peu les liens ASCII-Doc standard, il n'y a pas grand-chose. Et ce n'est peut-être pas un produit qui a vocation à en avoir. Le but, c'est d'aller coder le contenu dans des fichiers texte. Ouais, c'est pour ça que Voilà. je citais Stack Editor, qui, par exemple, est un éditeur en ligne, donc dans un navigateur, donc pour un client plus facile d'usage, et qui, par contre, peut se connecter sur un Drive ou bien sur un GitHub ou autre pour stocker après le Markdown. Après, en introduction, Gauthier parlait d'un blog UpPress, où en gros, il y a des exemples en HTML où on a vraiment des rendus, où au fil du moment où on saisit l'ASCII-Doc, on a le rendu HTML, c'est-à-dire que c'est possible. Aujourd'hui, ça n'existe pas, hormis dans des produits qui n'ont pas le même usage, en fait, mais c'est possible. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on... Eh bien, merci. Merci. Ah si, là-bas, attends. Je crois qu'il y a encore une question, en fait, si c'est possible. En fait, il y a juste une remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a un bouton en haut à droite, Edit this page, qui permet aussi d'aller directement au repo et d'aller au fichier d'origine, du coup le fichier texte d'origine. Et donc on peut faire potentiellement une PR directement de là ou un commentaire qui a moyen de s'en sortir par là, même si tu n'auras pas la version directement en preview, parce que ça sera directement sur GitHub ou sur le repo Git, mais tu peux au moins faire le lien entre la page qui a été interprétée et la page d'origine. Merci pour la précision, parce que c'est vrai qu'on oublie, on a tendance à l'oublier de notre côté. D'autres remarques, questions ? Moi, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Fin. Merci. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à la sortie, il y a des gommettes à mettre pour noter la conférence. Elle a recommencé. Et en fait, on était bien content d'avoir notre propre compteur. Parce que si tu veux, nous, sur la présentation, tu vois, on a fini un peu plus tôt que prévu. Je sais pas, j'ai peut-être mis moins de temps sur la démo. T'as parlé